bonsoir à tous. J'espère que... Attendez, est-ce que ça c'est branché? Voilà. Bonsoir chers amis, nous sommes très heureux ce soir de vous présenter cette conférence sur la pharmacie, l'Hôpitalier, grâce à la thèse que mademoiselle Clotilde Maisonnier a soutenue en décembre 2013, thèse de pharmacie, et qui va nous être exposée ce soir en présence de Monsieur l'Hôpitalier, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de venir assister à cette conférence, et comme ayant lui-même suivi les travaux de Clotilde Maisonnier. Donc je vais lui passer tout de suite la parole parce que je sais que vous êtes désireux de l'entendre. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour que je vous parle des travaux que j'ai effectués dans le cadre de ma thèse d'exercice pour l'obtention du diplôme de docteur en pharmacie. Intitulée « De la pharmacie l'Hôpitalier au musée Carnavalet », ma thèse retrace l'histoire de cette pharmacie depuis ses origines jusqu'à sa fermeture en 2012 et sa sauvegarde au musée Carnavalet. Plutôt que de rattacher la pharmacie à ses propriétaires, j'ai fait le choix de la suivre à travers ses déplacements dans Paris, divisant mon travail en 3 parties. La première partie, intitulée « De la pharmacie de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève », repose sur des sources primaires, manuscrites, imprimées voire iconographiques, dont la plupart sont conservées à la Bibliothèque interuniversitaire de santé, située non loin d'ici, à Luxembourg. La deuxième partie, à la pharmacie de la rue Soufflot, se base sur des sources orales, le témoignage de Roger l'Hôpitalier et de son entourage, que j'ai dû vérifier et contextualiser. Enfin, la troisième et dernière partie, au musée Carnavalet, sort de cette perspective historique. Elle raconte comment une pharmacie a été mise dans un musée et elle est étayée par une documentation plus administrative et juridique. Avant de commencer cette présentation, j'aimerais remercier une nouvelle fois Monsieur l'Hôpitalier et toute sa famille qui m'ont ouvert leurs portes pour me raconter toute l'histoire de leur famille. La pharmacie, connue aujourd'hui sous le nom de pharmacie l'Hôpitalier, est ouverte depuis le XVIIIe siècle dans le quartier latin. Elle a connu 10 propriétaires différents qui, chacun à sa manière, a participé à la mémoire de la profession pharmaceutique en préservant le patrimoine de la pharmacie au travers des siècles. Il serait trop long aujourd'hui de vous parler de tous ces pharmaciens. J'ai donc décidé de vous raconter des épisodes de la vie de ceux qui m'ont plus marqué pendant mes recherches. Commençons maintenant avec la pharmacie de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève et Joseph Bataille, dont le portrait que vous voyez représenté aujourd'hui est celui exposé dans la salle des actes de la faculté de Paris 5. Joseph Bataille est reçu maître apothicaire en 1749. Il s'installe dans la pharmacie de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève cette même année. À cette époque, Paris se compose de ruelles étroites, très sombres et encombrées par une multitude de boutiques et d'échoppes. La rue de la Montagne Sainte-Geneviève ne fait pas exception et elle accueille les tanneurs. On peut donc imaginer l'odeur prenante de cuir et de teinture ainsi que le bruit des vendeurs qui assaillaient les passants désireux d'acquérir les remèdes de l'apothicaire. Mais Joseph Bataille s'installe également dans un centre intellectuel très réputé. En 1749, la rue de la Montagne Sainte-Geneviève est bordée par les collèges. Et au collège, tout le monde parle latin, que ce soit les professeurs aux domestiques, pendant et en dehors des classes. La Montagne Sainte-Geneviève parlera le latin jusqu'à la Révolution, ce qui lui vaut l'appellation de quartier latin qu'elle a conservé encore aujourd'hui. En plus de son travail en tant qu'apothicaire, Joseph Bataille s'investit au sein de sa corporation. Il est fréquemment cité dans les registres de cette dernière, notamment comme garde en charge des bourses. En 1777, le métier d'apothicaire est reconnu comme art scientifique. La corporation est réformée, les apothicaires deviennent des pharmaciens et ils s'organisent autour d'un corps indépendant appelé le Collège de pharmacie. Bataille prend part à l'organisation de ce collège pendant plusieurs années et il prend le titre de prévôt.
Il est intéressant de noter qu'un autre Joseph Bataille était contemporain de notre apothicaire. Il s'agit de Joseph Hippolyte Bataille, lui aussi originaire de Lorraine et qui obtient sa maîtrise d'apothicaire en 1788. Des notes de Maurice Bouvet indiquent qu'il s'agirait du neveu de notre apothicaire. Cependant, cette information n'a jamais été vérifiée. Pour distinguer les deux hommes dans les registres, il faut se fier à leur signature. Celle que vous voyez ici appartient à Joseph Hippolyte Bataille. Celle représentée maintenant est celle de notre apothicaire, Joseph Bataille. Jean-Nicolas Trusson succède à Joseph Bataille dans l'officine de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. Il nous est impossible ici de revenir sur tous les rôles de ce pharmacien qui a exercé pendant des temps troublés en plein cœur de la Révolution française. Je ne vais ne parler que des rôles clés de son parcours. Jean-Nicolas Trusson est reçu maître en pharmacie en avril 1781. Il s'installe dans la pharmacie de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève et il succède à son parent, Joseph Bataille, qui est en réalité son grand-oncle. Comme son prédécesseur, il s'investit au sein du collège de pharmacie. Il est entre autres chargé du cours d'histoire naturelle des drogues. Dans le cadre de cet enseignement, il se voit confier la démonstration des substances qui rentrent dans la composition de la thériaque. Très attaché à ce remède, Trusson en devient un spécialiste et c'est tout naturellement qu'il prend part à la nouvelle Société de la thériaque. Cette société, d'abord connue sous le nom de Société de la thériaque, prend le nom de Nouvelle Société de la thériaque en 1784 lors de sa fusion avec le Collège de pharmacie. Elle a pour rôle la préparation et la distribution du remède aux pharmaciens. Après la dissolution de cette société, Trusson continue à préparer le remède dans sa pharmacie, dans le pot dont il a sans doute hérité en 1793. Ce pot restera dans la pharmacie presque 100 ans. Il sera finalement donné en 1892 à l'École de pharmacie de Paris par Jules Monnier, un des successeurs de Trusson. Il est aujourd'hui exposé dans le musée de matières médicales de la faculté de Paris 5. En 1791, en pleine Révolution française, le collège de pharmacie est considéré comme une corporation. Ses privilèges sont abolis et la vente de drogue, qui relevait de son monopole exclusif, est ouverte à tous ceux capables de payer une patente. Cela entraîne l'explosion du charlatanisme. On voit des épiciers, des sages-femmes et même des coiffeurs vendre des drogues. Les pouvoirs publics sont très rapidement avertis de la situation et la législation est rétablie très rapidement. Mais le collège de pharmacie, lui, n'existe plus. Le gouvernement s'est emparé des jardins et de l'école et compte les vendre au profit de l'État. C'est Trusson qui va sauver ce patrimoine. Il se présente devant la Commission nationale et il offre de faire effectuer dans les laboratoires du collège et aux frais des pharmaciens des analyses des vins et autres boissons vendus à Paris et soupçonnés d'altération et de mauvaise qualité. Cette offre, ayant pour objectif la protection de la population, permet à la cause des pharmaciens de l'emporter. Les bâtiments et les jardins du collège, reconnus comme établissements d'utilité publique, sont rendus aux pharmaciens, qui n'auront d'ailleurs jamais à mettre leur offre à exécution. Jean-Nicolas Trusson décède en 1811. Vont lui succéder dans la pharmacie de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève Nicolas Denis Moutillard et Théodore Hureau. Trusson cède son officine en 1809 à son cousin Nicolas Denis Moutillard. Les recherches de René Maillard ont permis d'établir l'arbre généalogique des familles Trusson, Bataille et Moutillard. Le tableau de synthèse de ces recherches vous est présenté ici. Le compte-rendu de l'examen de maîtrise de Moutillard nous permet de savoir qu'il a travaillé pendant 10 ans avant de succéder à son cousin dans la pharmacie de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. Nicolas Denis Moutillard semble se contenter de son métier de pharmacien. Il ne partage pas la vocation de ses prédécesseurs dans l'amélioration des sciences. Il n'a publié aucun article et aucune note n'a été imprimée à son nom. Pour le retrouver, il faut s'intéresser à son successeur, Théodore Hureau. Aucun lien familial n'a été retrouvé entre Nicolas Denis Moutillard et Théodore Hureau. Cependant, les deux hommes sont originaires de la même ville, Commercy. Il est donc tout à fait possible que les deux familles soient liées. Hureau fait son apprentissage chez Moutillard, puis lui succède en 1840. Tout en générant son officine, Hureau souhaite apporter sa contribution au domaine scientifique. Il effectue de nombreuses recherches et publie diverses notes, entre autres sur la chimie végétale et la pharmacie. En 1900, André Pontier le cite parmi les pharmaciens célèbres. Hureau compte d'ailleurs parmi ses amis d'autres personnages qui ont laissé leur nom dans l'histoire, tels que Dorveau,
à qui il aurait donné son idée de l'ouvrage L'Officine. D'une santé fragile, Hureau décède à l'âge de 42 ans en 1855. Passons maintenant à l'histoire de la pharmacie de la rue Soufflot. Théodore Hureau décède en 1855 sans avoir trouvé de successeur pour sa pharmacie. Elle sera finalement reprise en 1856 par un certain Ambroise Buérat. Cette succession marque la fin d'une transmission familiale d'un patrimoine qui aura perduré pendant presque 100 ans. Mais il s'agit également d'un changement encore plus profond. En effet, en 1859, Buérat doit déménager son officine. Domiciliée au 10 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève depuis presque 110 ans, elle s'installe au 1er rue Soufflot. Pour comprendre cette décision, il faut s'intéresser à l'histoire de Paris à l'époque. Les travaux du baron Haussmann bouleversent la capitale sous le Second Empire. La volonté d'Haussmann de créer de grands boulevards et des places dégagées entraîne la démolition de nombreux immeubles parisiens. En 1855, un arrêté annonce la destruction des bâtiments allant du numéro 10 au numéro 18 de la pharmacie de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. Cela aurait entraîné la destruction de la pharmacie de Buérat. Celui-ci n'ayant pas le choix, il quitte la Montagne-Sainte-Geneviève pour s'installer quelques rues plus loin, au 1 rue Soufflot. La pharmacie change une nouvelle fois d'adresse par la suite, passant du numéro 1 au numéro 3. Cela fait suite à la construction de la mairie du 5e arrondissement, dont les travaux s'achèvent en 1870, entraînant un changement de numérotage de la rue. Buérat décède en 1875 sans avoir trouvé de successeur pour la pharmacie de la rue Soufflot. Elle sera rachetée par un certain Jules Monnier, quelques mois après le décès de Buérat. Puis, Monnier revendra sa pharmacie à Octave L'Hospitalier. Commence alors une transmission d'un patrimoine pharmaceutique qui perdurera de père en fils pendant 3 générations. Octave L'Hospitalier obtient son diplôme de pharmacien en 1889. Il passe également le concours de l'internat, qu'il réussit brillamment en se classant 3e en 1888. Il commence alors son internat qui durera 4 ans et qu'il effectuera à l'hôpital Broca dans le 13e arrondissement de Paris. Octave L'Hospitalier aurait d'ailleurs fait connaissance avec Jules Monnier en se rendant à son hôpital et en passant par la rue Soufflot. Les deux pharmaciens se lient d'amitié et Jules Monnier pense tout naturellement à son confrère lorsqu'il décide de prendre sa retraite et il revend la pharmacie à Octave L'Hospitalier. Octave rachète la pharmacie de la rue Soufflot en 1892 grâce à la dot de sa femme. Il la préserve en l'état. La seule grande modification qu'il y apporte est la position du nom des L'Hospitalier sur la devanture. Quelques années après son installation, Octave va faire la rencontre d'un personnage célèbre dans d'étranges circonstances. Dans les années 1895, le poète Verlaine habitait non loin de la rue Soufflot. Il rentrait passablement alcoolisé à l'absinthe et en passant devant la pharmacie L'Hospitalier, il essayait d'en détruire la vitrine avec ses bocaux en proférant des obscénités. Octave était régulièrement obligé de sortir par l'arrière de sa pharmacie pour regagner le commissariat et réclamer de l'aide pour maîtriser le poète. En 1914, pendant la Première Guerre mondiale, la pharmacie L'Hospitalier restera ouverte pendant toute la durée des conflits. À cette période, Madame L'Hospitalier est marraine de guerre. Elle accueille des soldats en permission sur la capitale. Elle les loge dans la salle de réserve qui servait autrefois aux apprentis d'Octave. Un de ses poilus a laissé un message de reconnaissance à Madame L'Hospitalier sur les murs de cette réserve, message qu'elle n'a sans doute jamais lu. Mais un autre message est caché derrière les étagères de cette salle. Il s'agit d'un message d'un apprenti d'Octave mécontent par son travail. Il fait une référence au vers de Pétrone, Parvadomus magnacies, détourné ici en Magnadomus parvacies. Plus grande est la maison, plus petite est le repos. Octave L'Hospitalier décède en 1924, non sans avoir laissé la pharmacie à son fils Henri quelques mois plus tôt. Henri L'Hospitalier succède à son père en 1923. Il obtient son diplôme de pharmacien de première classe en 1921. Mais son rêve est de devenir médecin. Il y parvient en 1927, ce qui l'autorise à exercer le double diplôme dans sa pharmacie. Cela entraîne de vives jalousies de la part de ses confrères médecins qui voilà une concurrence déloyale à une époque où la sécurité sociale n'en est qu'à ses balbutiements et les remboursements sont presque inexistants. En 1935, Henri décide d'acheter une pharmacie à Clichy. Il revend la pharmacie de la rue Soufflot à Suzanne Boutry, une amie de la famille qui a effectué son stage de début d'études dans la pharmacie de Soufflot. Suzanne Boutry exerce dans la pharmacie de la rue Soufflot de 1935 à 1946. En 1946, elle a suffisamment d'économies pour s'installer seule.
Henri revend la pharmacie de Clichy et revient s'installer dans la pharmacie de la rue Soufflot. Comme son père avant lui, Henri préserve le patrimoine de sa pharmacie. Bien qu'il n'ait plus été utilisé depuis le temps d'Octave, les alambics XVIIIe siècle trônent toujours fièrement sur le préparatoire. Cependant, le décret du 20 juillet 1940 interdit la distillation à domicile, entraînant la mise sous scellé des alambics. Mais Paris est occupé par les Allemands et l'heure n'est pas à l'application de ce décret. Cependant, à la fin de la guerre, Henri reçoit une lettre des impôts indirects lui signalant qu'un inspecteur allait passer pour détruire ses alambics. Henri décide d'écrire une lettre signalant que les Allemands, malgré leurs grands besoins de cuivre, avaient respecté son matériel conscient de sa beauté et que c'est finalement un fonctionnaire de la 4e République qui allait être en charge de sa destruction. L'inspecteur est malgré tout mandaté, mais plutôt que détruire les alambics, il y appose des scellés, conscient de la valeur de ce préparatoire. Par la suite, Henri va travailler avec son fils Roger pendant 7 ans. Roger L'Hospitalier est diplômé en 1966 de l'Université de Lille. Il travaille avec son père jusqu'en 1972, année où ce dernier décide de prendre sa retraite, laissant Roger comme dernier propriétaire de la pharmacie de la rue Soufflot. Comme ses prédécesseurs, il tient à préserver le patrimoine de sa pharmacie. Il n'entreprend pas de travaux pour moderniser son officine. Dans la vitrine, des vestiges du passé sont exposés. On peut y voir 2 présentoirs indiquant analyse médicale et sérum stérilisation, en souvenir du temps d'Octave qui proposait de faire des examens d'analyse, des dosages dans sa pharmacie. D'ailleurs, l'un de ces meubles crée une polémique lors de l'inspection de la pharmacie en 1988. Octave s'était lié d'amitié avec M. Comard de la société Klein-Comard et il s'était vu offrir une plaque indiquant « Produit des laboratoires Klein ». Or, en 1988, l'inspecteur signale à Roger qu'en conservant cette plaque, il fait de la réclame pour un laboratoire. Et cette pratique est dorénavant interdite dans la profession pharmaceutique. L'inscription étant gravée sur du marbre noir, Roger demande à l'inspecteur comment masquer cette publicité pour un laboratoire qui d'ailleurs n'existe plus depuis 10 ans. Finalement, l'inscription et le meuble seront autorisés à rester en l'état dans la pharmacie. La devanture de la pharmacie L'Hospitalier ne passe pas inaperçue dans le Paris du XXe siècle. Elle obtient d'ailleurs le prix des plus belles devantures des boutiques de la ville de Paris en 1977. En 2011, Roger L'Hospitalier a 76 ans. Il travaille depuis 46 ans dans sa pharmacie. Bien qu'aimant toujours autant son métier, il est fatigué et il songe à s'arrêter. Son fils aîné est également pharmacien, mais il a décidé de s'installer en Vendée. Il ne peut donc pas reprendre la pharmacie de son père. Finalement, Roger décide à contre-cœur de louer les murs de sa pharmacie à une grande enseigne. Il doit libérer les lieux pour le 1er juillet 2012. La question se pose alors, que va devenir le patrimoine exceptionnel de la pharmacie L'Hospitalier ? C'est Dominique Cassel, responsable des collections Histoire de la pharmacie à l'Ordre national des pharmaciens, qui va tout mettre en œuvre pour sauver le patrimoine de la pharmacie L'Hospitalier, transmis d'apothicaire à pharmacien depuis des générations. La sauvegarde de ce patrimoine n'a pas été simple. Elle a mobilisé des compétences différentes et surtout, elle s'est faite dans l'urgence. Alertée en décembre 2011, Dominique Cassel est alors missionnée par l'Ordre national des pharmaciens. Elle a 6 mois pour tenter de sauver le patrimoine de la pharmacie de la rue Soufflot. De nombreuses institutions sont contactées, mais bien que toutes sensibles à une telle disparition, il faut toujours faire face aux 2 mêmes problèmes, le manque de place et le manque de moyens financiers. Un inventaire des biens est réalisé, et si le préparatoire et ses alambics XVIIIe siècle, ainsi que les boiseries de l'officine présentent un intérêt évident, les ordonnanciers et les livres de comptes, témoins de l'exercice d'une pharmacie au XXe siècle, présentent un intérêt documentaire et historique très important. Le 17 juillet 2012, Roger L'Hospitalier fait don à la bibliothèque interuniversitaire de santé de 19 ordonnanciers allant des années 1918 à 1956, de 20 livres de caisse couvrant les années 1914 à 1935, et des registres divers, comme son ancien guide d'études ou le registre contenant les résultats d'analyse tenus par son grand-père Octave L'Hospitalier. Si la donation de ces livres manuscrits s'est faite rapidement, il n'en est pas de même pour les boiseries et les alambics. Roger L'Hospitalier accepte de faire don du préparatoire et des boiseries de l'officine. Cependant, il n'a pas les moyens d'assumer la charge financière d'un démontage et d'un transport. En février 2012, le musée Carnavalet montre son intérêt pour les boiseries de la pharmacie. Pourtant, comme partout, le manque de place freine l'intervention du musée.
De plus, si les boiseries trouvent leur place au musée Carnavalet, la conservatrice estime que le préparatoire relève plus par nature du domaine pharmaceutique. Finalement, la grande gentillesse de la famille L'Hospitalier ainsi que la ténacité de Dominique Cassel à sauver ce préparatoire auront gain de cause. Le musée Carnavalet accepte de recueillir le patrimoine de la pharmacie L'Hospitalier dans son ensemble. La procédure de don est alors enclenchée. Quand le musée souhaite acquérir une œuvre, il doit préparer un dossier qu'il présente devant 2 commissions, Paris Musée et la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Néanmoins, la situation pressante ne permet pas d'attendre la réponse définitive de ces 2 commissions. En effet, le musée Carnavalet informe Roger L'Hospitalier de sa volonté de récupérer son patrimoine en mars 2012. Mais Roger L'Hospitalier doit faire place au nouveau commerce pour fin juin 2012. Après avoir pris avis auprès de ces 2 commissions et en attendant leur réponse définitive, les travaux de démontage et de mise en caisse commencent en mai 2012. En plus de la contrainte de temps, le musée Carnavalet doit faire face à un problème budgétaire. Roger L'Hospitalier accepte de faire don de son patrimoine, estimé à environ 22 000 €. Mais la prise en charge de ce don a également un coût. Il en coûte près de 20 000 € au musée Carnavalet pour sauver les boiseries, le préparatoire et les alambics. De plus, les boiseries étant en mauvais état, il faut rajouter 2 000 € pour les traiter avant de les conserver avec les autres décors recueillis. Mais le combat pour la sauvegarde du patrimoine pharmaceutique ne date pas d'aujourd'hui. Par exemple, en 1913, lors de sa création, la Société d'histoire de la pharmacie inscrit dans l'article 1er de ses statuts son rôle dans la conservation des objets et monuments qui se rattachent à l'art et à la profession pharmaceutique. La branche hospitalière de la pharmacie est plus avancée que sa cousine officinale, puisque l'assistance publique crée son propre musée en 1934. Ce musée restitue l'histoire de l'hôpital et constitue le musée hospitalier le plus ancien de France et parmi les plus riches. Concernant la sauvegarde d'un patrimoine pharmaceutique officinal, laissez-moi vous citer 2 exemples qui interviennent avant la pharmacie L'Hospitalier. Commençons avec la pharmacie Stahl installée à Bar. Elle a été créée en 1696. Plusieurs générations de pharmaciens vont s'y succéder jusqu'à l'arrivée de la famille Stahl. Les Stahl vont entreprendre de grands travaux pour restaurer tout le caractère ancien de leur officine. Le mobilier de la pharmacie est composé d'un soubassement datant de la création de l'officine et la partie supérieure date de 1832. Pendant les travaux, ils vont également découvrir un magnifique polychrome sur les tiroirs à plantes qui avait été recouvert par diverses couches de peinture. Mais comme pour la pharmacie L'Hospitalier, les pratiques modernes dans la disposition ancienne et les tiroirs à plantes, peu pratiques. Il faudra finalement séparer les 2 époques. Une nouvelle pharmacie sera ouverte dans un autre local et c'est l'Ordre national des pharmaciens qui accueillera les boiseries et les pots de l'ancienne apothicairie. Passons maintenant au 2e exemple qui concerne la pharmacie Lescaut. La pharmacie Lescaut est ouverte en 1795 par Jean-Louis Lescaut. Le pharmacien, fraîchement diplômé, s'installe au 14 rue Gramont dans le 2e arrondissement de Paris. Il fait construire une devanture style empire, couleur ébène avec des motifs dorés. En un siècle, la pharmacie a changé de nombreuses fois de pharmacien, mais on peut toujours lire entre deux renommées Lescaut apothicaire. En 1913, le maire, le dernier propriétaire de la pharmacie, prend sa retraite sans avoir trouvé de successeur. Au même moment, l'immeuble abritant la pharmacie subit des travaux de remaniement, menaçant la belle devanture de Lescaut. La commission du Vieux Paris intervient alors auprès de Georges Quint, conservateur du musée Carnavalet à l'époque, ainsi que la compagnie La France, propriétaire de l'immeuble, afin de sauver la devanture de Lescaut. Ainsi, plutôt que d'être détruite, la devanture est sauvée par le musée Carnavalet et elle intègre ses collections d'enseignes. Il existe encore d'autres exemples illustrant l'intérêt pour le patrimoine pharmaceutique. Mais la pharmacie L'Hospitalier crée un précédent dans le cadre de sa sauvegarde au musée Carnavalet. Pour la première fois, un préparatoire avec ses alambics, témoin de l'exercice d'une pharmacie au XVIIIe siècle, est sauvé. Ce n'est pas uniquement les boiseries ou les pots, mais bien le patrimoine entier de la pharmacie L'Hospitalier qui rentre dans les collections du musée Carnavalet. Aujourd'hui, les passants ne peuvent plus venir chercher leurs médicaments dans la pharmacie L'Hospitalier. En passant rue Soufflot, ils peuvent toujours admirer la devanture qui abrite dorénavant une boutique de mode. Mais le patrimoine exceptionnel de la pharmacie L'Hospitalier n'a pas été perdu. Le décor de la pharmacie est aujourd'hui conservé dans les réserves du musée Carnavalet, qui a dorénavant la lourde tâche de valoriser ce patrimoine en le présentant au grand public et aux professionnels de santé.
À l'heure actuelle, il n'est pas possible de savoir quand cette officine sera remontée. Mais la conservatrice du musée est confiante. Ce n'est pas la première fois que des boiseries acquises par un musée sont conservées en réserve pour être exposées par la suite. En attendant, des idées d'exposition temporaire avec une partie du mobilier et des alambics est évoquée. Un nouveau travail de thèse pourrait également être envisagé sur l'exploitation des informations contenues dans les ordonnanciers de la famille L'Hospitalier. Si rien n'est encore décidé, le patrimoine exceptionnel de la pharmacie L'Hospitalier est toutefois protégé. Les générations futures pourront à leur tour découvrir comment se présentait une officine pharmaceutique en activité au XXe siècle. Avant de finir cette présentation, j'aimerais revenir sur les origines de la pharmacie L'Hospitalier. Au moment de la fin de mes travaux en décembre 2013, cette date était fixée à 1749 avec Joseph Bataille, comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, peu de temps avant la soutenance de ma thèse, on est venu m'informer qu'on avait trouvé des apothicaires installés rue de la Montagne-Sainte-Geneviève avant Joseph Bataille. Joseph Bataille ne serait donc pas forcément le fondateur de l'officine, mais il aurait eu des prédécesseurs. Ces apothicaires, les voici. Il s'agirait de Jean Jedon et de Joseph Second. Concernant Jean Jedon, un lien est possible avec Joseph Bataille. En effet, lors de son examen de maîtrise qui débute en 1749, Joseph Bataille fournit un certificat d'apprentissage émanant de Jean Jedon. En regardant dans les registres de la Bibliothèque interuniversitaire de santé, on voit que Jean Jedon est d'abord inscrit comme s'étant installé rue Saint-Honoré. Cette information est barrée, corrigée à l'extrême fin du XVIIIe siècle pour être remplacée par rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. Cependant, l'auteur ne précise pas ses sources. Il est donc difficile de vérifier cette information. Concernant Joseph Second, le lien est moins clair. Voici ce que nous savons. Il en existait deux. Joseph Second père, qui s'installe en 1680, et son fils, qui lui succède en 1706. Tous les deux sont indiqués comme s'étant installés rue de la Montagne-Sainte-Geneviève dans les registres de la Bibliothèque interuniversitaire de santé. Il est tout à fait possible que Joseph Bataille ait succédé à son ancien maître Jean Jedon. Il est aussi possible que Jedon ait racheté la pharmacie au second. La pharmacie L'Hospitalier ne daterait donc pas de 1749, mais peut-être de 1680, faisant d'elle une des plus anciennes pharmacies de Paris. Je vous remercie de votre attention. Peut-être avez-vous des questions à poser à Clotilde Maisonnier et éventuellement à Monsieur L'Hospitalier. Je vois que votre exposé a été complet. si clair et complet que tout le monde en est parfaitement informé. Oui, Monsieur de Roudil. Alors, je crois que Monsieur L'Hospitalier pourra répondre à cette question. Venez peut-être, Monsieur L'Hospitalier, venez ici pour... tout le monde vous entendra. Si vous pouvez parler dans le micro, de toute façon tout le monde puisse en profiter. La pharmacie qui était rue de la Montagne-Sainte-Geneviève est venue s'installer directement dans l'immeuble que vous connaissez, qui est superbe. C'est une espèce d'immeuble directoire. La date de l'immeuble, je ne peux pas vous la dire précisément, mais elle date du début du 19e siècle, c'est-à-dire peu de temps après la Révolution française. Hein. Et c'est un premier jus, excusez-moi cette expression, c'est-à-dire l'aventure n'a pas bougé, elle est telle que vous pouvez encore la contempler à l'heure actuelle. Donc elle date de l'immeuble. De l'immeuble, oui, c'est ça. Elle est même postérieure à l'immeuble. L'immeuble, je vous ai dit, doit dater du directoire,
vous le reconnaissez par le style. Et la pharmacie s'est installée en 1850 environ. Hein. Ah oui. Voilà. Alors c'est assez... non, il n'y avait pas forcément une concentration. À l'époque de Joseph Bataille, Paris comptait entre 70 à 80 apothicaires. Après, il est un peu difficile de toujours tous les retrouver, puisque les archives ne remontent pas... déjà, dans ce que j'ai vu avant 1749, il est assez dur de trouver les pharmaciens. Ils ne sont pas forcément inscrits dans les registres. C'est assez dur d'avoir une idée précise du nombre d'apothicaires installés. Après, effectivement, bien sûr, ça a augmenté au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'on impose le numerus clausus, qui entraîne un certain nombre... Actuellement, on ne peut pas avoir plus d'un certain nombre de pharmacies en fonction du nombre d'habitants. Mais avant, je ne sais plus à quelle année cette loi a été passée, mais avant, les installations étaient libres. Donc forcément, c'est allé en s'accroissant. Mais il n'y avait pas de ce que j'ai vu dans mes recherches, une concentration plus importante. C'était assez équitable, on va dire, jusqu'à une époque. Oui. Est-ce que le numerus clausus dont vous venez de faire référence est remis en question par le projet de loi Macron? Alors là, vous sortez complètement de mes recherches sur l'histoire de la pharmacie l'Hospitalier. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas du tout vous dire. À ma connaissance, je ne crois pas, parce qu'ils ont déjà réformé l'enseignement pharmaceutique en incluant le concours avec la médecine, ce qui avant c'était séparé maintenant. Donc sachant qu'ils ont fait ça, je crois, il y a 2 ans, je ne crois pas qu'ils remettent en cause ce numerus clausus. Après, ça peut venir. Oui. Vous avez parlé de l'installation des alambics. Oui. Je voulais savoir si la disposition d'une pharmacie 18e ou 19e était toujours la même. Est-ce qu'il y avait un endroit qui était réservé justement pour les expériences Oui. dangereuses? Est-ce qu'il y avait des consignes à respecter? Au XVIIIe siècle ou maintenant? Comment? Vous parlez de XVIIIe siècle ou de... En fait, dès le début, est-ce qu'on était attention ou pas? Alors, dès le début, je dirais même plus qu'avant, les règles étaient beaucoup plus strictes que maintenant. À l'époque de Joseph Bataille, même jusqu'à Octave l'Hospitalier, les préparations, c'était quelque chose de très courant dans le métier du pharmacien, de l'apothicaire et du pharmacien. Le temps de l'apothicaire, c'était même la base du métier. C'est d'ailleurs pour ça que Trousson était très attaché au remède de la Thériaque, parce qu'il estimait que c'était la meilleure façon de prouver l'art du pharmacien que de faire la Thériaque. Donc il y avait des règles très strictes, de sécurité évidemment, parce que les alambics, si ça chauffe trop, ça explose. Et il y avait énormément de préparation. Actuellement, ces règles existent toujours, mais je ne dirais pas qu'elles ne sont pas respectées, je dirais juste qu'elles n'ont plus besoin d'être utilisées, vu qu'il y a de moins en moins de préparations qui se font dans les pharmacies. Puisque à l'époque, il y avait, comme vous l'avez vu, des alambics, des mortiers, et c'est très courant de faire des préparations. Aujourd'hui, beaucoup moins. Parce que le problème, c'est qu'acheter les matières premières coûte cher, et il y a de moins en moins de médecins qui prescrivent des préparations, vu que maintenant, les médicaments sont déjà faits, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, on n'a pas forcément le matériel dans les pharmacies. Par exemple, pour faire des suppositoires, je sais qu'on a retrouvé dans la pharmacie de Monsieur l'Hospitalier du matériel à faire des suppositoires. Vous ne verrez plus ça dans les pharmacies aujourd'hui, c'est impossible. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand soit c'est une pommade ou un bain de bouche où on a les matières premières et effectivement on les fait sur place, soit on délègue, et là je vais faire de la publicité, pardonnez-moi, mais à la pharmacie, ce qu'on appelle la pharmacie Delpech, qui s'est spécialisée dans les préparations et qui est située à Paris. C'est une pharmacie comme une autre, vous pouvez acheter vos médicaments, mais en plus ils ont un énorme préparatoire, et c'est eux qui maintenant réalisent les préparations de quasiment tous les pharmaciens de Paris et région Île-de-France. Oui. Oui, je voudrais me dire ce qu'est la Thériaque.
Alors la thériaque, c'est le meilleur exemple de polypharmacie qui existe. C'est un remède qui s'est inspiré de Mithridate et de sa théorie des poisons, où il fallait ingérer le plus de poisons possible pour s'immuniser. La thériaque, c'est une composition. Il utilise énormément de composés solides qu'on mélange avec du miel, du vin ou une sorte de sirop pour lui donner une consistance liquide. Et son but est de mélanger le maximum de médicaments. Plus elle est riche, plus considérée comme un bon pharmacien, pour soigner le plus de pathologies possibles. Et pourquoi je dis que Trousson y était attaché et considérait que c'était la meilleure façon de prouver l'art d'un pharmacien? Parce qu'il y avait un art, c'était vraiment ça, un art de préparer la thériaque. On faisait ça sur la place publique, en présence des magistrats et des responsables de la pharmacie. Et il fallait choisir les matières premières, il fallait que ça soit de la bonne qualité. Il fallait ensuite préparer la thériaque et ensuite la distribuer. Il y avait même ce qu'on appelle des pots de montre de la thériaque, parce que ça prouvait la richesse du pharmacien. Il y avait beaucoup de dérives aussi à cause de cette thériaque, parce qu'au lieu de mettre des ingrédients de très bonne qualité, les pharmaciens pouvaient mettre des choses beaucoup moins chères en le vendant comme étant de la poudre d'or. Et comme il y avait parfois jusqu'à une vingtaine de composants dans ce médicament, c'est très, très difficile d'aller vérifier ce qu'il y avait réellement dedans. Voilà. Vous n'avez plus de questions à Clotilde Maisonnier, à Monsieur l'Hôpitalier. Je crois que... Madame? Oui. C'est-à-dire dans ce genre-là? Il y en a d'autres. Après, même en Europe, il en existe d'autres. Mais à ma connaissance, la pharmacie l'Hôpitalier est une des dernières qui était restée en l'état, c'est-à-dire pharmacie. Par exemple, vous avez un très bel exemple à Florence. Bon, alors je sors un petit peu de la France. Où c'était une pharmacie qui datait, mais vraiment de, je ne sais plus, 12e siècle, je crois, qui était à l'époque tenue par des moines et qui, quand on la visite, elle est vraiment dans Florence et je prends cet exemple parce que c'est vraiment assez exceptionnel. Ils ont conservé vraiment les locaux avec les pots, mais maintenant c'est une parfumerie. Et ça fait très longtemps que c'est une parfumerie. Donc il existe des pharmacies en France, la pharmacie Stahl, j'ai pris l'exemple, mais je crois que c'est maintenant très très rare de trouver une pharmacie ancienne qui est encore une pharmacie. Mais je crois que ça existe encore. C'est possible. Je ne connais pas toutes les anciennes pharmacies de Paris, mais effectivement, je crois que celle-ci, on en a parlé. Donc, oui, tout à fait. Oui, mais je crois que dans Paris, il y a une pharmacie qui date... Alors, si la pharmacie l'Hôpitalier date vraiment de 1680, il y a une autre pharmacie dans Paris qui serait à peu près dans ces dates-là aussi. Mais vous disiez... Jacob? Ah, peut-être. Très bien. Ça paraît logique. Bien, je voudrais aussi vous remercier de la qualité de votre présentation, qui était particulièrement claire et démonstrative. Vraiment, merci infiniment. C'était une évocation magnifique. Merci. Bon succès. Vous voyez, personne n'en veut pas. Alors, je voudrais dire juste un petit mot, parce que plusieurs personnes m'ont posé des questions. Nous avons descendu des bulletins d'adhésion pour les personnes qui souhaiteraient adhérer à l'association afin de participer à nos visites. Vous savez que dans notre cycle sur la pharmacie, nous avons organisé beaucoup de visites de la fac de pharmacie, de différents éléments.
Et nous poursuivons cette organisation, c'est-à-dire que nous avons actuellement planifié toute une série de visites qui est liée à notre prochaine conférence sur les Jacobites, c'est-à-dire les 50 000 Irlandais, Écossais, Anglais qui ont débarqué après la chute de Jacques II, et le roi d'Angleterre qui a été écarté comme catholique ayant des tendances absolutistes et qui est venu se réfugier auprès de son cousin germain Louis XIV. Donc nous avons organisé des visites de tous les lieux liés à l'histoire des Jacobites dans le quartier. Et vous pouvez prendre auprès des membres du bureau les explications sur ces visites et sur notre programme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était passionnant et vous avez clarifié tout un tas de choses. Vous voyez, c'est gentil. Et ça, c'est aussi la qualité de votre work. Je crois que je vous donnerai le prix. C'est gentil. Excusez-moi, madame, j'ai pas compris où se trouvait la pharmacie Stahl. À Bar, du côté. Ah oui, c'est pas à Paris. Non, pas du tout. Non, oui, c'est tellement Alsacien. Non, oui, voilà, c'est ça. Ici à Bar, c'est. Voilà. Gramont, je connais, c'est pas trop chez moi. Et je pensais que ça pouvait être un Alsacien qui s'est installé. Oui, non, là, j'ai pris un exemple en dehors de Paris. Ok, merci beaucoup. De rien. Florence, c'est Santa Maria la Bella, non? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est incroyable quand on y va. Ah, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on y va, c'est surtout des parfums, des savons, des choses comme ça. Toutes les boiseries, mais je savais pas que c'était une ancienne pharmacie. Mais voyez, moi j'étais déçue parce que j'y suis allée en pensant visiter une ancienne pharmacie et je suis tombée dans une parfumerie. Mais oui, c'était une parfumerie. C'est une très belle parfumerie, mais qui est en fait une ancienne pharmacie. Il y a même toute une section pour les chiens, etc. Ah oui, c'est impressionnant. Impressionnant. Ah oui. La loi sur la diminution 1941, merci. Ça doit être écrit quelque part dans ma thèse. J'ai complètement oublié la date. c'est la loi qui a beaucoup été mieux qu'après le Conseil de l'ordre. Ben voilà, exact, tout à fait. Mais est-ce qu'elle est réformée par la loi Macron? À ma connaissance. Voilà, d'accord. Non, il avait l'intention au début de s'occuper un peu des pharmaciens et puis il s'est dit qu'il n'allait pas attaquer tout le monde en même temps. Si. Là, il est parti pour le faire, c'est juste. Ah mais attends, c'est la deuxième étape. Voilà, il s'est attaqué au notaire d'abord, mais... Oui. Je ne comprends pas aux pharmacies. Un jour ou l'autre, ils vont y toucher. Depuis le temps qu'ils en parlent, ils vont le faire. Ils ne peuvent pas toucher la pharmacie à cause des déserts médicaux. Ah bah ils vont en créer en faisant ça. Mais moi, à force d'en parler, le monopole, Ils vont déstabiliser totalement l'économie des pharmaciens. Oui. Ah mais ça, on est entièrement Il va d'accord. vraisemblablement autoriser la vente des produits. Pharmaciens, même quand il n'y avait pas de pharmacie, ils vendaient les pharmacies. Mais comme il n'y a plus de médecins, je voulais vous dire qu'à Vichy, d'où je suis originaire et où je vais revenir habiter, j'avais un arrière-grand-père qui était pharmacienne, bon, ça on a des vieux pots encore, mais il y a une pharmacie actuelle à Vichy encore qui fonctionne avec les vieux mobiliers. Avec le personnel c'est se vrai perche sur des échelles, bien sûr. Et ben ils ont du courage. Ouais. Sur les parcs à Vichy, près du Hall des Soins. Mais j'avais vu aussi un reportage sur une pharmacie aussi. Parce qu'elle fonctionne. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Mais ils travaillent vraiment. Moi, j'ai vu une ancienne pharmacie qui s'est spécialisée. Maintenant, c'est des herboristes en fait. Écoutez, je ne suis pas allée voir ce qu'ils vendent parce que je ne vais pas dans cette pharmacie. Vous avez tort, il faut aller dans cette pharmacie. Je vais aller voir. Il y a encore les grandes échelles. Le personnel se pêche. Parce que moi, j'avais vu justement. Il y a des petits meubles avec des petits tiroirs. C'est ordinaire. Ah oui, mais c'est difficile de travailler dans ces conditions. Je sais bien, je me demande. Oui, exactement. C'est pour ça que je regardais si c'est pas une herboristerie maintenant. Je crois. Parce que les médicaments, les boîtes, elles ne vendent plus. Le Plavix, je suis allée l'année dernière et il y a la banque qui est magnifique, avec plein de petits tiroirs. Oui, bah oui.
sur les parcs, si Oui. vous avez l'occasion. Bah, bien sûr. Bonsoir. Mais il y a une thèse qui a été consacrée sur les vieilles pharmacies et c'est une étudiante qui a fait le tour de France et qui elle a dû avoir, je crois que je la cite dans ma thèse. Alors, Mais, celle de demain. mais effectivement, il y a une pharmacie, une thésarde qui a fait le tour des pharmacies. Pas toutes, il n'y a plus mais de elle a place. fait On est un même, tour de France on a et un peu même dépassé d'Europe des vieilles pharmacies. le nombre de personnes autorisées. Et alors donc, Mais par contre, Là, c'est un peu différent. Il ne faut pas toucher à la devanture, qui est classée patrimoine historique du fait de sa proximité au il y a Panthéon. deux groupes de visites. Il y a d'une part Là, le mobilier, on aurait pu y toucher. Écossais et Saint-Éphrem. C'était un choix de monsieur l'Hôpitalier de ne pas Et toucher. d'autre part, Non, mais là, la c'est Scola Cantorum et les Irlandais. droit de casser, Ça, de c'est- remplacer Alors, les tiroirs. il reste encore de la place Ça se mange, là. pour Bah, ça, de mémoire, c'est pas pratique. pour Voilà. les Écossais et la Scola Cantorum, celle du 26 mars. Par contre, pour Saint-Éphrem et les Écossais, de mémoire, il y a celle de demain, et puis l'autre est le 21 mars. 21 mars. Et je crois me souvenir en tout cas celle de demain, certains, elle est un peu plus. On a dépassé. On nous avait dit pas plus de 40, on doit être 44, je crois, quelque chose comme ça. Et par contre, la seconde, si vous me laissez 30 secondes, je demande à ma chère collègue avec laquelle je travaille, et qui a peut-être une meilleure mémoire que moi, mais Après, les livres, je sais pas trop ce qu'on peut faire parce que c'est intéressant les périodes. J'en oublie ma clé. ah, et oui. Tant pis. Merci. Et bravo pour l'exposé. Merci beaucoup. J'aurais dû vous rapprocher le micro. Vous Là. n'entendez pas bien? Si, mais comme j'étais au dernier rang, j'étais le. J'essaie de parler un peu fort, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Merci. Non, c'était très bien. C'était très simple. Franchement, la chronologie était peut-être dure à suivre, mais c'était explicite. Très bien illustré. Il y a un plan, on le sent. Et puis, merci d'avoir parlé avec la gentillesse. Madame bien.
Bah, il faut qu'il vienne de chercher son truc. Monsieur Farsi, vous revenez? Et comment ça, où est-ce qu'on le met ça là? Ça, tu le mets... Ah, c'est celui de Luce Marie, je sais pas comment... Si je confirme. Parce que Farsi, il scanne sur Est-ce que sans lunettes, tu vois s'il y a un stop? Sans lunettes. Ça va tourner tout seul, là. Simplement, il faut...